Merci beaucoup, Kassem, pour cette première partie d'avoir alimenté. Alors, il y a encore plein de questions. On va essayer d'y répondre assez rapidement tout de suite, notamment sur l'origine des fonds. On a déjà partiellement répondu à cette question, mais il y a plein de questions intéressantes. Avant de donner la parole à Monsieur Chandouri, qui va parler de la partie pratique. Moi, je vais présenter la partie théorique de l'opération de financement Murabaha et Abdelrazak, lui, présentera pour sa part la partie pratique. À la fois, les deux répondront à plein de questions qui ont été posées dans le chat. Donc, merci encore à tous et à toutes pour ces questions. Alors, levez un tout petit peu le pied parce qu'il y a déjà plein de questions. On ne pourra pas rester Mais jusqu'à… on est en train de les noter au fur et à mesure. Voilà, Donc, levez bon, pas le certes, pied, on ne mais pourra pas répondre à toutes, mais on répondra aux essentielles et aux plus importantes voilà, et aux questions récurrentes. levez pas le pied, mais levez les mains plutôt du clavier parce qu'il y en a plein. Et bon, on va essayer bien sûr de répondre à un maximum. On a plus de 230 personnes qui sont en ligne avec nous, donc merci d'être aussi nombreux avec nous, ce qui explique aussi le nombre de questions. Alors, sur l'origine des fonds, il y a plein de questions qui ont été posées par Maxime, par Abdelatif et d'autres encore. Alors, l'origine des fonds, ce qui est sur les questions qui sont que la banque, comment la banque peut savoir. Bien sûr, dans le processus classique, il y a ce qu'on appelle le KYC. La banque demande l'activité, etc., l'activité professionnelle, etc. Alors, ce qui est très important de noter ici, c'est que d'un point de vue charia, on ne peut pas juger quelqu'un qui travaillerait, par exemple, dans une entreprise qui fait de l'alcool. Imaginons une personne n'a pas trouvé de boulot, elle a trouvé que magasinier dans une entreprise qui fait de l'alcool. Est-ce que l'on peut nous venir juger du fait que son salaire est illicite? Clairement, c'est pas possible parce qu'on ne sait pas pour quelle raison il travaille dans cette société. Ça ne veut pas dire qu'il consomme de l'alcool ou que lui gagne de l'argent en faisant du commerce sur l'alcool. Il est peut-être là parce qu'il n'a pas trouvé autre chose et que c'est le seul boulot qu'il a trouvé pour se nourrir ou nourrir ses enfants ou payer son loyer. Donc, il faut bien distinguer l'analyse que l'on fait lorsqu'il s'agit d'un compte de particulier de l'analyse que l'on fait lorsqu'il s'agit d'une entreprise, du compte d'une entreprise. Bien sûr, en finance islamique, il est strictement interdit d'ouvrir un compte pour une entreprise dont l'activité est illicite. Il faut bien distinguer les choses, surtout quand on est dans un contexte de pays non musulmans. Donc, il y a aussi des règles de discrimination, etc., auxquelles il faut être très attentif. Et donc, pour ne pas faire tout et n'importe quoi et pour ne pas exclure quelqu'un voilà, qui est là alors qu'il a envie d'être là, il a envie de souscrire à un produit islamique pour ses raisons personnelles. D'ailleurs, on ne lui demande pas lorsqu'il ouvre son compte est-ce que vous êtes musulman ou non. Ça fait pas partie d'une case à cocher dans les dossiers d'ouverture de compte. Donc, bien distinguer les choses. Donc, le KYC, il est fait de façon classique. Et en plus, dans le contexte de la Charity Bank, elle n'ouvre pas de compte aux entreprises. Donc, il n'y a pas de risque d'avoir une entreprise dont l'activité, dont le cœur de business et dont la source de revenus principale est une activité non conforme aux principes islamiques. Raison pour laquelle, même dans la partie de dépôt conventionnel, en fait, on n'a pas de problème à aller vers l'islamique parce que finalement, tous les dépôts font partie de ce qu'on appelle des fonds, ce qu'on appelle les quasi-fonds propres, entre guillemets propres. Donc, par définition, il n'y a pas de problème de non-conformité à la charia lorsqu'il s'agit du dépôt à vue classique. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de dépôts rémunérés, de dépôts à terme, etc., l'analyse, elle est différente. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on disait que du dépôt classique vers l'islamique, il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, bien sûr, on ne peut pas, on l'a déjà dit, on ne reviendra pas dessus. Alors, voilà, c'était juste pour clarifier ça sur la partie l'origine des fonds. Quelque part, en tout cas dans un contexte, surtout comme celui d'un pays où il n'y a pas vraiment beaucoup de finances islamiques, où on a très peu d'acteurs qui font de la finance islamique, il faut plutôt se dire, bon, c'est bien, d'avoir au moins un établissement qui a eu le courage et l'audace de proposer des produits. Tout n'est pas forcément toujours parfait, mais on compose avec le contexte. Et ça, d'un point de vue de la charia, les membres du comité charia et tous les théologiens, quand ils réfléchissent à des sujets de conformité à la charia, bien entendu, ils prennent en compte aussi le contexte dans lequel la question se pose. Donc voilà, il faut bien tenir prendre en compte, pardon, et en considération tous ces aspects-là pour avoir une analyse objective des questions et pour bien comprendre les réponses ou les décisions qui peuvent être
prise. Voilà, on en arrête sur la partie dépôt. On va enchaîner sur la partie murabaha. Alors, je vais partager rapidement l'écran sur Chandouri. Kassem, vous voyez bien? C'est bon. Ok. Alors, Kassem, là, on va rentrer, et M. Chandouri, on va rentrer, et chers auditeurs, on va rentrer dans le process de conformité, enfin, dans le process opérationnel du financement murabaha qui est proposé par la banque aujourd'hui en ce qui concerne l'immobilier. J'ai vu plein de questions sur les terrains, etc. Je crois que M. Chandouri a prévu de répondre à tout ça, ne vous en faites pas. Mais ce qui est important de comprendre, et notamment aussi pour répondre à une question qui a été posée sur quel est le madhab, est-ce que c'est Maliki ou pas Maliki qui a été utilisé pour valider un petit peu ce process. En réalité, et ça a été dit par M. Kassem, Ibn Abdel-Jalil, que la banque s'est appuyée sur les standards de l'IOFI. Les standards de l'IOFI, pour les spécialistes qui nous écoutent, savent que ce sont des standards qui se sont appuyés sur un peu les principales écoles juridiques, Madhab Maliki, Hanafi, etc., etc. Et ils ont essayé de trouver, les théologiens, les savants qui composent l'IOFI, membres de l'IOFI, ont essayé de trouver un peu tout ce qui faisait consensus dans chacune de ces écoles. Et puis, ils ont énoncé les normes que vous connaissez, que vous pouvez retrouver sur le site iofi.org. D'ailleurs, ils ont été mis en ligne et à disposition gratuitement. Je vous invite à aller les voir. Ils sont en français, en anglais, en arabe. Je ne sais pas si la version française est disponible en ligne, mais en tout cas, la version arabe et anglaise est disponible et consultable en ligne. Donc, le référentiel de la Shabi Bank a été, et du Sharia Board, les standards IOFI. Maintenant, dans les standards IOFI, il faut être capable de les transposer et de les appliquer dans un environnement juridique spécifique. En l'occurrence ici, il s'agit du droit bancaire français, de la loi Scrivener, du code de la consommation, et j'en passe. Donc, c'est bien beau d'avoir la théorie dans les bouquins. Quand on en arrive à la mise en pratique, là, il faut composer avec les réalités juridiques. Bon, Dieu merci, j'ai envie de dire, même dans l'instruction fiscale qui encadre l'opération de murabaha, la définition est claire. Il s'agit d'une opération qui entraîne forcément deux transferts successifs de propriété. Donc, fiscalement, on reconnaît la réalité juridique de l'opération. Il va bien avoir plusieurs acquisitions et plusieurs cessions. Dans la pratique, l'étape numéro 1 consiste à venir discuter avec la banque, à chercher son bien, à faire des simulations que M. Chandouri va détailler. Donc, on est dans l'étape numéro 1. Dans le processus global et dans la réalité, en fait, la banque, elle n'a pas un stock de biens immobiliers et on ne va pas choisir dans un catalogue, dans une agence. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, même dans les pays du Golfe, même dans les pays où la finance islamique est très développée, les banques, rarement, en tout cas, c'est rarement le cas, elles n'ont généralement pas un catalogue de biens immobiliers en stock. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, tout simplement. Parce que ça coûte comptablement, ça coûte prudentiellement parlant, etc. etc. Okay. Donc, la banque va financer un bien qui est identifié par le client. Et dans l'identification, M. Chandouri dira voilà quelles sont les problématiques que la Shabi Bank prend en considération. Et dans la réalité française, en fait, quand vous avez un vendeur qui veut vendre son bien et qu'il a trouvé un acheteur, bah, il lui fait signer plein de choses, notamment un compromis de vente, etc., etc. On va revenir sur tous ces aspects-là. Donc, première étape, avant que la banque n'achète quoi que ce soit, parce que vous savez, dans la murabaha, la règle fondamentale, c'est que je ne peux vendre en murabaha que si je suis propriétaire. Maintenant, dans la réalité, le vendeur est en discussion avec le futur acquéreur, ce n'est pas la banque au départ, mais on a mis en place un dispositif juridique et technique qui permet à un client d'identifier le bien tranquillement, de signer une promesse unilatérale de vente, très important, et à l'intérieur de cette promesse unilatérale de vente, qui va être rédigée par les notaires, et il va y avoir l'entrée en jeu des notaires, on a prévu en fait que la banque va se substituer au client à partir du moment où un certain nombre de conditions sont réunies. Donc, vous voyez, on a mis en place un mécanisme qui permet de répondre parfaitement aux exigences de la charia pour que la banque devienne, elle, le premier propriétaire du bien. Ensuite, elle va le revendre. Et quand on parle de devenir premier propriétaire du bien, ce n'est pas une opération fictive. C'est une opération qui va être pleine juridiquement et comptablement parlant. Voilà un petit peu juste d'un point de vue préliminaire. Regardez d'abord cette première phase où le client identifie le bien et la banque va devenir propriétaire. Alors, juste dans cette première phase-là, M. Chandouri, est-ce que vous pouvez justement
répondre à toutes ces questions qui ont été posées sur le choix du bien, qu'est-ce que la banque finance, qu'est-ce qu'elle ne finance pas et pourquoi, etc., etc. Et comment ça se passe un petit peu au départ lorsque le client vient chez vous. Je vous laisse la parole. Euh, Bonsoir tout le monde. Donc, avant de dérouler les étapes, j'aimerais bien faire une précision. C'est que ce que nous finançons et ce que nous ne finançons pas dans le cadre de la Murabaha. Donc, dans le cadre de la Murabaha, nous finançons exclusivement l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation. En France. Que cela en France. En France, oui. Parce qu'il y a des internautes qui sont en train de demander est-ce qu'on finance pas au Maroc? Alors, pour ceux que ça intéresse, je m'excuse de t'interrompre, c'est Abdelrazak, mais pour ceux que ça intéresse, contactez-nous, nous vous mettrons en relation avec la filiale au Maroc, la Banque El Yousr, la filiale du groupe Banque Populaire, qui s'occupe des financements des biens au Maroc. Chez Abibank ne s'occupe que des financements et exclusivement des financements des biens immobiliers en France. Je te laisse continuer. Répond à la question qui a été posée, est-ce que vous financez en Belgique et au Royaume-Uni? Pour l'instant, voilà, tout à fait. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Alors, ce que nous finançons, c'est l'acquisition d'un bien immobilier à usage d'habitation, que cela soit pour une résidence principale, secondaire ou pour un investissement locatif. Et ce que nous ne finançons pas, nous ne finançons pas un local commercial, nous ne finançons pas un bien social, donc c'est parce qu'on n'est pas habilité à acheter un bien social, et nous ne finançons pas également l'acquisition d'un terrain et un bien dans le neuf, avoir une ancienneté de 5 ans et plus. Donc, si vous voulez, on peut revenir pour expliquer pourquoi on ne finance pas l'acquisition de terrain et pourquoi on ne finance pas les biens dans le neuf. Là, on va passer aux conditions d'éligibilité. Donc, les dossiers qui sont recevables ou pas recevables. Pour qu'un client soit éligible, donc il doit avoir un CDI de 6 mois minimum. Le taux d'endettement ne doit pas dépasser 33% et il doit prévoir un apport de 20% du prix d'acquisition. Lorsqu'un dossier est recevable, donc c'est le client qui doit chercher le bien et pas la banque. Lorsque le client trouve un bien, donc il vient nous voir. Donc, on va lui réclamer un certain nombre de documents. Donc, il ne faut surtout pas qu'il signe la promesse de vente de l'agence immobilière. Il doit également, lorsqu'il est, comme j'ai dit, lorsqu'il est éligible au remboursement Murabaha, il doit nous fournir tous les documents nécessaires à la constitution du dossier. Parmi les documents qu'on réclame aux clients, donc c'est les documents classiques, et en plus des documents classiques, on va réclamer le diagnostic complet du bien. Pourquoi on réclame le diagnostic complet du bien? C'est parce que la banque, il doit connaître ce qu'il va acheter. Donc le bien, il doit être habitable, les installations doivent respecter toutes les normes, voir par exemple présence de l'amiante dans les chambres, etc. Alors, donc lorsque le dossier est complet, il doit être présenté à un comité qui validera après ou rejette le dossier. Donc, lorsque le dossier est validé, la banque va bien sûr aviser son notaire qui va rentrer en contact avec le notaire vendeur. Les deux notaires vont se mettre d'accord pour la rédaction de la promesse unilatérale de vente. Et le délai entre la validation d'un dossier et la signature de la promesse unilatérale de vente prend généralement un délai entre 1 et 3 semaines. Donc, en parallèle, on va demander au client de se présenter à une de nos agences pour, bien sûr, l'ouverture de compte. Après l'ouverture de compte,
Donc, on a dit que la première étape, c'est la signature de la promesse unilatérale de vente. Et donc, après la signature de la promesse unilatérale de vente, la banque va envoyer au client l'offre de financement. Lorsque le client reçoit l'offre de financement, il doit bien sûr attendre un délai de réflexion de 10 jours avant de répondre, bien sûr en recommandé avec accusé de réception. Alors, Alors, Monsieur Chandouri, laissez-moi juste un petit peu résumer, parce que la première phase, il y a eu beaucoup d'informations importantes. Voilà. oui, Ouais, juste parce qu'il y a eu beaucoup d'informations importantes, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Et donc, alors, dans la première étape, vous avez dit, attention, ne pas signer la promesse avec l'agence. Lorsque le client trouve le bien, donc il a fait toutes les simulations, etc., etc. Maintenant, il a identifié, c'est bon, il est dans son projet. C'est vrai que dans la réalité, très souvent, lorsque c'est un bien qui est proposé par une agence immobilière, l'agent immobilier, il n'a qu'une seule envie, c'est vous faire signer un compromis de vente. C'est ça qui est important. Or, si vous signez un compromis de vente, là, d'un point de vue de l'analyse charia, en fait, dans le compromis de vente, le vendeur s'engage à vendre et l'acheteur s'engage à acheter. La seule chose qui lui permet de sortir de ce compromis de vente, c'est obtenir une attestation de refus de crédit. Or, d'un point de vue charia, s'il y a déjà des engagements bilatéraux entre les deux parties, la banque ne peut plus rentrer dans l'opération. Donc, elle ne pourra pas se substituer au client lorsque les conditions qu'elle aura exigées seront satisfaites. C'est pour ça qu'il est important ici de souligner qu'il ne faut pas signer de compromis de vente classique, mais qu'il faut justement se rapprocher de la banque et de ses notaires pour signer uniquement une promesse unilatérale de vente. Et là, les notaires savent comment ça se passe. Et entre le notaire acheteur, donc celui de la banque, parce que c'est elle qui va acheter la première, et le notaire du vendeur, il va y avoir des discussions, des échanges pour mettre les bonnes clauses dans les promesses, de sorte à ce que on veille à ce que la banque va être le premier acquéreur du bien. Voilà, je voulais juste insister là-dessus parce que c'est important. Et puis aussi, on parlait de l'assurance emprunteur. Il n'y a pas d'assurance qui est proposée. effectivement. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une assurance compatible au principe de la finance islamique. Voilà. Donc, et du fait que l'assurance décès invalidité n'est pas obligatoire, donc assurance compatible au principe de la finance islamique, c'est l'assurance takaful. Donc, du moment que l'assurance décès invalidité n'est pas obligatoire en France, nous, on laisse le choix au client d'adhérer ou ne pas à un contrat d'assurance classique. Ça, c'est un autre élément très important parce que dans la pratique, dans les crédits classiques, aujourd'hui, il n'y a aucune banque qui vous accorde un crédit si vous ne prenez pas l'assurance emprunteur. Or, dans le financement Murabaha, on aimerait qu'il soit accompagné aussi d'une assurance takaful, emprunteur takaful, donc une assurance conforme aux règles, aux principes de la finance islamique. Or, aujourd'hui, sur le marché français, il n'y en a pas. Pour plein de raisons objectives, il n'y a pas encore assez de volume, parce que c'est assez compliqué. Il y a des acteurs qui travaillent dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas une offre qui a émergé. Et donc, par conséquent, en même temps, comme disent certains, la banque ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller souscrire à une assurance classique, parce que c'est un acte qui peut se faire de façon tout à fait libre. Et donc, la banque, dans son devoir de conseil, elle informe le client qu'elle ne lui a pas demandé d'assurance, mais on reviendra plus tard sur quelles sont les garanties qui sont exigées. Mais en même temps, la banque, elle n'a pas le droit de lui interdire d'aller souscrire à une assurance classique. Maintenant, si quelqu'un souscrit à une assurance emprunteur parce qu'il estime que c'est nécessaire, parce que sa situation familiale ou professionnelle le pousse à le faire, c'est son problème. Ça ne remet pas en cause la conformité charia de l'ensemble de l'opération. Ce sont deux contrats, deux produits qui sont fondamentalement différents, même si le contrat d'assurance va servir le client parce qu'il a souscrit et il va être endetté de façon islamique. Mais attention à ne pas se laisser croire que parce que l'assurance souscrite par le client, s'il y souscrit, elle n'est pas conforme, alors que ça remet en cause toute l'opération. Voilà, c'était important d'insister sur ces points qui ont été passés un peu rapidement. Et donc, signature de la promesse de vente, la banque se substitue, ok. Vous avez dit que là, il y a 1 à 3 semaines, donc parce qu'il faut que les notaires discutent entre eux. Et puis ensuite, donc, on a dit que
Première étape, c'est la signature de la promesse unilatérale de vente. Après, il y a l'envoi de l'offre de financement. Voilà. Après l'acceptation de l'offre de financement, donc tout en respectant les délais, hein. Donc la promesse unilatérale de vente, donc il y a un délai de 10 jours. L'offre de financement également, il faut respecter un délai de réflexion de 10 jours. Donc après l'acceptation de l'offre de financement, le client doit signer avec la banque une promesse unilatérale d'achat. Voilà. Alors, ça, c'est aussi un élément très important. Je voudrais juste souligner, si vous permettez, M. Chandouri, parce que j'anticipe des questions qui vont venir après et qu'on nous a aussi très souvent posées. Est-ce qu'on peut se désister? Est-ce qu'on peut renoncer à l'opération, etc., etc. Bien sûr qu'il est possible de se désister, et le droit français, il est bien fait pour ça, justement, parce qu'à chaque fois que vous signez une promesse, que ce soit la promesse de vente, avec le vendeur initialement, vous avez, je crois, 7 jours ou 10 jours pour vous rétracter. Donc, vous pouvez annuler l'opération à tout moment, dans ce délai-là, bien sûr. Par contre, une fois que ce délai est passé, attention, on peut plus sortir. On peut sortir, mais ça peut nous coûter de l'argent, notamment l'indemnité d'immobilisation qui a été exigée par le vendeur. Ensuite, la banque, pour qu'elle devienne propriétaire, elle demande au client de signer la promesse unilatérale d'achat. Donc là aussi, il y a un délai. Si jamais c'est 7 jours, c'est ça, ou 10 jours, M. Chandouri? Dans la promesse, 10 jours. c'est 10 jours. Donc le client, là aussi, peut encore renoncer. Et ça, c'est important parce qu'on va rentrer dans une opération de financement immobilier qui est longue. Et donc, c'est important de réfléchir et de prendre le temps de réfléchir avec sa femme, avec ses parents, avec ses enfants, sur le fait que c'est un projet qui n'est pas comme si on achetait un congélateur ou le dernier téléviseur écran plat, quoi. Ok, c'est vraiment important de bien réfléchir à son projet. Et encore une fois qu'on a envoyé la promesse, la banque a l'obligation, là aussi, d'envoyer une offre, ce qu'on appelle l'offre de crédit vendeur ou l'offre Murabaha. Et là aussi, le client, c'est ce qu'on appelle la loi Scrivener, doit attendre 10 jours ou 11 jours, encore une fois, avant d'accepter. Donc, on le force encore à réfléchir. Vous voyez, donc il y a vraiment beaucoup de temps pour réfléchir. Alors, par contre, une fois que tous ces délais sont passés, le client est engagé. La banque va acheter, et là, vous voyez à l'écran, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, le DPU, le droit de préemption urbain. Effectivement. Le notaire déclare le projet d'acquisition par la banque à l'administration, à la municipalité, et dans certaines villes, ça peut prendre jusqu'à 2 mois. Et donc, voilà. Donc, forcément, il faut attendre que ce délai soit passé. C'est un délai administratif. Donc, je crois que dans certaines municipalités, il n'est pas appliqué. Dans certaines municipalités, le service de l'urbanisme répond rapidement. Dans d'autres, ils ne répondent pas. Et en fait, la loi, je crois, dit en l'absence de réponse, ça veut dire que la municipalité ne s'oppose pas à la vente, donc elle peut avoir lieu. Mais vous allez le voir, étant donné qu'il y a 2 opérations, parfois ce délai de préemption peut s'appliquer 2 fois, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de vente fictive ou d'une opération fictive. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur ces aspects-là. Vous pouvez continuer, M. Chandouri, je suis désolé de vous avoir interrompu. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on a dit après l'acceptation de l'offre de financement, donc le client, il va signer la promesse unilatérale d'achat. Après, il y a le droit de préemption urbain, comme vous avez dit. Donc, si la mairie ne répond pas, donc au bout de 2 mois, la banque va pouvoir acheter le bien. Donc, dès que la banque est propriétaire, il y a un deuxième passage à la mairie, donc deuxième application de droit de préemption urbain. Donc, au bout de 2 mois, la banque va pouvoir finalement revendre le bien au client. Donc, toutes ces étapes, généralement, ça dure entre 5 à 6 mois. Donc, le client, pour avoir les clés en main, il faut prévoir 6 mois à partir de la signature de la promesse unilatérale de vente. Par contre, 6 mois, oui. Par rapport au vendeur, c'est comme un crédit classique. Donc, au bout de 3 mois, maximum 4 mois, il va pouvoir encaisser son argent. Parce que la banque va acheter. Alors, juste, on a zappé, on est passé rapidement sur une information importante. C'est celle où, au moment de la promesse unilatérale d'achat, le client doit immobiliser sur son compte ce qu'on appelle le hamish. Effectivement. Voilà, c'est son apport. Oui, on n'a son apport.
Effectivement. Donc, on n'a pas parlé de ça également lors de la signature de la promesse unilatérale de vente. Donc, lors de la signature de la promesse unilatérale de vente, donc, le client doit effectuer un versement de l'indemnité d'immobilisation qui représente 5 à 10% du prix d'acquisition. Cette somme, donc, il fait partie du montant de l'apport. D'accord? Donc, il va être reversé à la banque. Et lors de la vente du bien au client, donc, il y aura également le client, donc, lors de la signature plutôt de la PEA, donc, le client doit verser également le gage espèce, donc Hamish al-Jibbiya, qui représente également 5 à 10%, mais du crédit vendeur. Donc, le prix plus la marge de la banque. Voilà, donc après, donc la banque va pouvoir finalement revendre le bien au client et dès la signature du contrat de revente, donc le client est immédiatement propriétaire. Alors peut-être, j'insiste, parce que c'est important là aussi, ça souligne le caractère non fictif de l'opération. Au moment où la banque devient propriétaire et s'il y a droit de préemption urbain qui s'applique dans la ville, alors la banque peut reste propriétaire du bien pendant toute cette période. Donc elle en assume pleinement les risques s'il y a malheureusement catastrophe naturelle, s'il y a des dégâts, voilà, s'il y a des compteurs d'électricité ou de gaz à changer, à modifier, peu importe, elle est pleinement responsable du bien pendant cette période-là parce qu'elle en est juridiquement propriétaire. Et encore une fois, ça c'est important de le souligner. Et je peux témoigner parfois que certains clients sont tellement pressés de rentrer chez eux qu'ils demandent à la banque, oui, mais quand est-ce qu'on peut avoir les clés? On a envie d'emménager, on a des travaux à faire, etc. Ben non, c'est pas possible parce que parce que le bien, il vous appartient pas encore. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans ce bien quand bien même, voilà, vous avez envie d'y être et de changer la peinture ou d'installer votre nouvelle cuisine. C'est pas possible tant que vous n'êtes pas dans la dernière étape tant que vous n'êtes pas repassé devant le notaire pour signer le contrat définitif entre vous et la banque. Alors, parfois, dans certaines… Si vous permettez, Boubkab, donc il y a une exception. Lorsque la banque est propriétaire, le client peut déposer ses affaires pendant la période des 2 mois. Ça, c'est dans le cas où mais il a libéré son ne peut appartement. pas, voilà, oui, tout à fait. Effectivement. Voilà. Il peut effectivement déposer ses affaires, mais sans la remise. Ça reste très exceptionnel. Et puis en plus, il n'aura pas les clés. Et donc, il faut bien… Alors ça, c'est un message peut-être important pour les gens qui sont en location. Parce que quand on est en location et qu'on va rentrer dans la nouvelle maison qu'on espère acheter bientôt, il faut bien calculer les congés, en fait, les préavis, etc., pour ne pas se retrouver à la rue parce qu'on a mal calculé son coût avec la date de signature définitive. Ça, c'est important de le souligner. Alors, il y a une question aussi qui a été posée, qui nous est souvent posée, c'est est-ce que d'un point de vue de la conformité charia, la banque peut assurer les biens pendant qu'elle est propriétaire? En fait, là aussi, le comité charia donne une dérogation particulière et spécifique à la banque parce que les risques financiers sont tellement importants que je me mets moi à la place de la banque. Hein. Si demain j'ai 4-5 biens dont je suis propriétaire, ils sont tous détruits, c'est simple. Hein. Je vais assumer, ok, très bien, les risques, je vais les supporter, mais je vais arrêter de faire de la murabaha, je vais arrêter d'acheter des biens parce que ça coûte trop cher. Ça coûte excessivement cher et ça peut mettre en péril même l'existence de la banque. Donc là aussi, d'un point de vue du contexte et de la gestion du risque financier, il n'est pas interdit d'assurer les actifs, enfin les biens, quand on en est propriétaire. Bien sûr, il faudrait les assurer par une assurance takafoul lorsqu'elle existe. Malheureusement, lorsqu'elle n'existe pas, on peut souscrire au service minimum d'une assurance conventionnelle, sous réserve, bien sûr, de la validation par le comité charia. Et donc, c'est au cas par cas. Ça ne se fait pas de façon automatique ni systématique. Donc, il y a des demandes de dérogation qui peuvent être formulées. Voilà. Oui, c'est donc j'ai vu passer une question par rapport aux conditions d'éligibilité. Donc j'ai passé vite les conditions. Donc pour les salariés, donc on exige un CDI pour les salariés. Donc
de 6 mois minimum. Par contre, les médecins, donc on peut accepter un CDD, mais pour les libéraux, donc on exige les 3 derniers bilans. Voilà, c'était juste une précision, c'est parce que j'ai vu passer une question par rapport aux libéraux. D'accord. Alors, donc, une fois que le client a signé le contrat définitif, il est tout de suite propriétaire du bien, donc le jour de la signature chez le notaire. Et donc maintenant, il doit payer le prix du bien en fonction donc, de ce qui a été négocié avec la banque. Effectivement, oui. Donc, on a dit que le client est immédiatement propriétaire. Il va commencer à rembourser les échéances à partir du 10 du mois suivant la revente du bien. D'accord. Voilà, donc en cas d'impayé, donc le client va être bien sûr facturé une somme de 25 €, qui n'est pas une pénalité, mais c'est une somme qui va couvrir les frais de la préparation et de l'envoi de la lettre d'information concernant l'impayé. Alors ça, c'est important de souligner et d'insister sur ce point parce que là aussi, il y a une question qui a été posée dans le chat, j'ai vu. Il n'y a pas d'intérêt de retard au sens classique du terme. Et il n'y a pas non plus de somme qui est reversée à des œuvres caritatives dans le contexte là dont on parle. Ça peut se faire ailleurs, ça existe effectivement ailleurs, mais dans le contexte ici de la Chami Bank, il y a uniquement comment dirais-je, des frais qui correspondent vraiment à des débours au sens propre du terme, qui permettent de couvrir les frais d'envoi, de recommander avec accusé de réception, etc. C'est vraiment pas la banque ne gagne pas d'argent là-dessus, et encore moins de pénalités de retard ou des intérêts qui seraient calculés en fonction du nombre de jours de retard, etc., qui seraient reversés à des œuvres caritatives. Dans le contexte de la Chami Bank, il n'y a pas ces intérêts de retard-là. Donc, ça répond, je pense, de façon claire à une question qui a été posée. Et donc, par contre, en cas de défaut de paiement, si la personne est complètement défaillante, comment ça se passe, M. Chandouri? En cas de défaillance, la banque va pouvoir faire jouer sa garantie. Donc, le dossier va bien sûr passer contentieux, mais nous pensons que si le client pense qu'il ne peut plus honorer ses échéances, soit suite à un divorce, un décès ou perte d'emploi, il vaut mieux qu'il envisage de revendre le bien. La banque va bien sûr récupérer le capital restant dû et le client va récupérer le reste. Si je peux me permettre et citer un exemple, par exemple, un client qui a acheté un bien à 100 000 €, il a remboursé 60 000 €, il reste 40 000 €. Donc, il va vendre le bien auprès du marché à 120 000 € par exemple. La banque va récupérer 40 000 et le client va récupérer les 80 000. D'accord, ça c'est important effectivement. Ce que je comprends et ce que je retiens et qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut d'abord anticiper peut-être les problèmes de difficulté. Bon, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Donc, de préférence, si on voit qu'il va y avoir des changements dans la famille, des divorces, etc., bon, peut-être envisager, si on anticipe des difficultés, de vendre le bien, c'est ça, plutôt que de rentrer dans les procédures de contentieux. Donc ça peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc déjà, la procédure de contentieux elle-même peut durer aussi longtemps que ça. Et dans le cas vraiment de la défaillance, la banque a une garantie hypothécaire, donc elle peut, comme on dit, entre guillemets, récupérer le bien, le mettre en vente, et le fruit de cette vente-là reviendra à la banque pour couvrir ce qui est resté à payer, et tout surplus serait rendu au client. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des éléments que vous avez oubliés sur les frais de dossier? Quels sont les autres frais en fait relatifs à la Murabaha? Alors, il y a les frais de notaire, les frais d'acquisition. Je pense que lorsqu'on va passer une simulation, on va pouvoir expliquer toutes les. Voilà. Donc, si on prend cet exemple. Premier cas, donc on a un couple, un revenu mensuel du foyer, 3 000 € sur un financement Murabaha de 15 mois. 15 ans, pardon. 15 ans. Donc, le prix d'acquisition, il est de 170 000 €. Donc, le montant de l'apport, il est de 40 000 €. Donc, lors du premier contrat, donc, vous voyez là, donc, lors du premier contrat, il y a
les frais d'acquisition par la banque. Donc là, c'est la banque qui va acheter le bien. Donc, il va payer des frais d'acquisition. C'est l'équivalent des frais de notaire. Donc, c'est 4 900 euros. Et lors du deuxième contrat, c'est là où le client va payer les vrais frais de notaire. Hein. Ils sont de 15 000, je ne vois pas bien, donc 15 000. 15 600 euros. 15 600 euros. Voilà. Donc là, le prix d'acquisition, il est de 170 000 euros. Les frais d'acquisition, 4 500. Le montant de l'apport, il est de 40 000. Les frais de notaire, ils sont de 15 000. Donc, le montant financier, c'est là le crédit vendeur. Hein. Donc, c'est le reliquat plus la marge de la banque. Donc, après, il y a la mensualité. Donc, si le client souhaite calculer le coût global du financement, donc il suffit de multiplier le montant de la mensualité par le nombre de mois et il va rajouter le montant de l'apport. Donc, il y a également les frais de notaire. Il y a également les frais de dossier, ils sont de 1 000 euros. Donc, c'est 1% du prix d'acquisition et il est plafonné à 1 000 euros. Alors, moi, ce que je retiens ici dans ce tableau, M. Chandouri, c'est, après on va faire une comparaison, mais c'est intéressant de retenir ici dans cette opération, la banque gagne 27 000 euros, c'est ça? Parce qu'il y a les 26 000 euros sur l'opération elle-même, plus les 1 000 euros de frais de dossier. Effectivement. Donc, voilà, c'est ce qu'elle met dans sa poche, entre guillemets, c'est ce qu'elle gagne sur un bien qui coûterait 170 000 euros et qui serait payé en 15 années. En 15 ans, d'accord. Donc, la marge de la banque est de 26 000. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le client, en fin de compte, il ne paye pas 2 fois les frais de notaire. Hein. Donc, oui. Il paye une fois les frais de notaire, ils sont de 15 000, plus les frais d'acquisition. Et les frais d'acquisition, ils représentent le 1/3 des frais de notaire. Hein. Donc, c'est comme s'il paye une fois plus 1/3 de fois les frais de notaire et pas 2 fois les frais de notaire. Ça, c'est effectivement grâce ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est plutôt les droits d'enregistrement, en fait. Et ça, c'est dans l'instruction fiscale. Vous tapez sur Internet instruction fiscale Mouraba en France et vous allez tomber sur le texte qui détaille le traitement fiscal et ce qui fait qu'on ne va pas payer 2 fois les droits d'enregistrement. Par contre, comme il y a 2 opérations, les émoluments du notaire, les frais de notaire au sens propre là, du terme, eux, par contre, effectivement, sont facturés 2 fois parce qu'il y a effectivement 2 acquisitions. Alors, si on devait comparer, c'est ça, vous avez mis un tableau ici comparatif. Alors, oui, si on souhaite comparer, ouais. Moi, j'aime pas faire une comparaison avec un crédit classique, donc c'est pas comparable. Donc, si on prend ce cas de figure, donc généralement, nous sommes un peu plus chers qu'un crédit classique. Hein. Donc, dans ce cas, il y a une différence de 43 euros par mois. D'accord. Donc là, c'est avec un taux d'intérêt sur 15 ans de 1,50. Et là, je pense que le taux Mourabaha, parce qu'on a le droit de dire taux Mourabaha, c'est pas interdit. Hein. Le principal, oui, le taux de marge, le taux de profit, peu importe. Oui. Le contrat est un contrat de vente dans lequel il y a bien comment dirais-je, le prix d'achat qui est connu et la marge qui est connue. Donc, je crois ici, c'est du 2,15, 2,20, c'est ça à comparer entre le 1,50. C'est 2,18. 2,18. Voilà. Donc là, on peut rajouter. Il est de 2,18. Je ne sais pas pourquoi ça a sauté ici. Je vais le rajouter pour que les gens puissent un peu. Voilà. Ah mince, c'est pas ici, c'est ici. Ici, de 18%. OK. Ça part. Nous avons deux types de grilles. Donc, il y a la grille premium et la grille standard. D'accord. Donc, il y a des conditions des clients qui vont bénéficier d'un taux préférentiel. Donc, sur 15 ans, au lieu de 18, c'est 2,05. D'accord. D'accord. Donc, en fait, la grille, vous pouvez la redonner? La grille. Oui, la grille que vous venez de donner, là, des taux de profit de la banque, elle est de combien? Vous avez dit ça peut être de 2, combien? De 2,18 à? Oui, et le taux standard, il est de 2,18. OK. Et le taux premium, il est de 2,05. D'accord, d'accord. Là, c'est sur 15 ans. Sur 15 ans, ce serait du 2,05. D'accord. Okay. Très bien.
Ok, alors, donc, je ne sais pas si vous avez une autre simulation qui est prévue, c'est ça? Vous voulez passer tout de suite ou alors on regarde peut-être un peu les questions? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il y a une deuxième, sinon on passe aux questions. Ouais. On peut peut-être déjà commencer à répondre à quelques questions et puis on pourra revenir à une autre simulation éventuellement. Je pense qu'on n'a pas abordé un point, c'est par rapport au remboursement. Ok? Au paiement anticipé, vous voulez Donc, dire au paiement le anticipé client, avant la durée. le remboursement anticipé, effectivement. Donc, le client, il a le droit de rembourser par anticipation une partie ou la totalité. Donc, par rapport à un remboursement partiel, donc, il doit rembourser minimum 30% du crédit vendeur, donc pas moins, ou le remboursement total. D'accord, d'accord. D'accord? Mais il n'y aura pas de changement. Du moment que le prix de revente est déjà fixé, donc il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas également de pénalité. D'accord, d'accord. Moi, je remets à l'écran là juste quelques chiffres hein, pour que les gens puissent voir. Donc, est-ce qu'on peut négocier en fait? Qu'est-ce qu'on peut négocier dans tout ça? Je me mets à la place d'un client. Est-ce qu'il peut négocier le taux? Donc, vous avez dit en fonction du profil client, les taux peuvent varier pour l'instant entre 2,05 et 2,18. Est-ce que je peux négocier les frais de dossier concrètement? De quoi on peut? Bah, il y a des critères pour pouvoir négocier. Donc, c'est par rapport au montant de l'apport. Un client qui va apporter plus que 50%, par exemple, donc il va pouvoir négocier. D'accord. Ok. Il y a des marges de négociation en fonction de D'accord. son profil, en fonction Ouais, du profil client. effectivement, et par rapport au projet, hein, par rapport au projet dans sa globalité. D'accord, d'accord. D'ailleurs, je profite de cette occasion de webinaire pour annoncer que pour tous les participants de webinaire, donc aujourd'hui, on peut annoncer qu'ils peuvent bénéficier d'une réduction de 50% des frais de dossier. Donc, tous les dossiers des participants concrétisés courant l'exercice 2021, ils sont exonérés euh, de 50% des frais de dossier. Ça, c'est gentil, ça. Donc, Merci. donc, au lieu de 1000 euros, donc, ils vont pouvoir payer 500 euros. D'accord. Bah, merci. Je remercie. Je vous remercie au nom des participants. Alors, juste pour bien comprendre, les frais de dossier peuvent, vous avez dit, c'est 1% du montant du financement, maximum 1000 euros. C'est ça? Donc, il est plafonné à 1000 euros. donc, ça peut être 500 euros de remise sur les frais de dossier, si, voilà, en fonction du montant de l'opération. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il faut vous communiquer? Un code de réduction spéciale webinaire ou... Juste dans l'objet du mail initial, Ouais. on demandera aux auditeurs de rajouter le code WEB21 pour webinaire de 2021. Alors, attendez, Mettez juste le code WEB21. okay. Je vais l'écrire dans le chat. Je vais le mettre à l'écran aussi, c'est sympa ça. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, mettez avec votre objet la demande ou lors de la demande de simulation le code WEB21 de manière à ce que nous, on puisse vous répertorier pour le suivi éventuel de vos demandes d'ici la fin de l'année. donc, attendez, je vais le mettre à l'écran. Offre spéciale webinaire, c'est sympa ça. On va mettre comme ça, tac, tac, tac. Donc, c'est quoi le code WEB21. Code de réduction. Code de réduction. J'y arrive. 50% sur les frais de dossier Molabaha, c'est ça? Tout à fait. Effectivement. C'est Web 21 comme ça? Oui. Ok. Vous le voyez à l'écran? Parce que moi, je ne vois pas ce que j'écris. Je vois pas en même temps. Ouais, ça apparaît? Oui. Ok, nickel. Voilà, super. Web 21. Bon, bah, donc ça, c'est par contre que pour les Français, enfin, que pour encore une fois, les projets en France. Hein. C'est important peut-être de rappeler que bah, malheureusement, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Luxembourg, la Suisse, etc. Est-ce qu'il y a un traitement particulier
pour les frontaliers qui travaillent en Suisse et qui ont des projets en France, est-ce que ça c'est possible ou pas? C'est aussi des questions qui sont récurrentes. Oui, c'est possible dans le cadre d'une résidence principale. Bon, D'accord, un d'accord. frontalier qui travaille en Suisse et Ok, qui veut acquérir un bien comme résidence principale en France, en France. oui, il y a cette possibilité, bien sûr. D'accord. On Donc va pour les biens à pouvoir le l'étranger, financer. pour les biens à l'étranger, hein, il faut effectivement que les participants comprennent qu'il y a des complications et des problématiques juridiques, fiscales, droit d'enregistrement et tout ce qui s'ensuit aussi, qui fait on peut pas, enfin, c'est compliqué pour une banque en France de financer des biens à l'étranger. D'ailleurs, ce qui se fait généralement, c'est que même dans le classique, les banques font des prêts classiques, prêts consommation, pour que les gens font ce qu'ils veulent après avec cet argent ailleurs, quoi. Très bien. Alors, on peut peut-être retourner dans le chat. Kassem, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les questions, parce que j'ai vu J'ai répondu au fur et à mesure à quelques petites questions qui me directement sur le chat. semblaient Ouais. importantes directement sur le chat. Ok. Mais par contre, il y a une question qui est importante et qui s'adresse à Monsieur Chandori, où plusieurs personnes demandent à quel moment le client verse son apport personnel à la banque. D'accord. Donc, dès la signature de la promesse unilatérale de vente, nous invitons le client à se présenter à une de nos agences pour l'ouverture de compte Harmonis et en même temps, il doit déposer le montant de l'apport. Donc, la banque ne va pas pouvoir acheter le bien si le montant de l'apport n'est pas disponible sur le compte du client. Voilà, donc le client ne va pas recevoir l'offre de financement si le montant de l'apport n'est pas déposé sur le compte. Voilà, donc automatiquement, lorsque le client signe la promesse unilatérale de vente, il doit se présenter à une de nos agences pour ouvrir le compte Harmoniste et éventuellement le compte Tamanist, comme vous avez expliqué. Voilà, donc nous utilisons exclusivement les dépôts de nos clients pour financer les projets des autres clients. Ah, je réponds. Il y avait Ouais, allez-y. Il y avait également une autre question par rapport à l'acquisition de terrain. Donc, je n'ai pas précisé lors de l'introduction par rapport pourquoi nous, on ne finance pas l'acquisition d'un terrain et pourquoi nous ne finançons pas les biens dans le neuf. Donc, il y a la problématique de la TVA. Donc, si une personne morale achète un bien dans le neuf ou achète un terrain, donc il va payer 20% de TVA. Donc, si la banque paye 20% de TVA, il va répercuter les 20% sur le client, donc ça va devenir très cher et ça va sortir de l'éthique. C'est pour cela, nous conseillons nos clients d'acheter un bien de 5 ans et plus. D'accord, d'accord. Même pour les terrains. Et par rapport à l'acquisition de terrain, donc on va attendre lorsque ce problème de la TVA sera réglé, Inch'Allah, on va pouvoir financer l'acquisition des terrains. D'accord, d'accord. Alors, je réponds juste à une question qui a été posée par quelqu'un qui est en Afrique de l'Ouest, pour pas oublier notre audience qui est à l'étranger. Alors, Papé nous dit, au vu du processus de mise en place de la fenêtre islamique, on peut conclure que la réglementation française a été plutôt flexible comparée à celle de l'UMOA qui exige une autorisation préalable ou un agrément full islamique, point d'interrogation. En fait, c'est très simple. En France, il n'y a pas de réglementation qui encadre l'activité islamique. L'activité islamique se fait dans le contexte du code monétaire et financier français et de tout le reste. Et on arrive à être tout à fait charia compatible tout en étant à la fois aussi conforme au droit français. Voilà, c'est juste une précision importante. Alors, il y a plein encore de questions, hein, ça n'arrête pas, hein.